De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Alors après avoir évoqué votre vie privée, en Martinique, vous êtes aujourd'hui évidemment connu comme le directeur de la plateforme régionale d'oncologie créée en 2009. Votre mission, pour la résumer, coordonner les acteurs du territoire investis dans la lutte contre le cancer. On vient d'évoquer assez longuement votre vie privée. On imagine que du coup cette mission revêt un caractère très particulier pour vous. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous l'avez accepté ? Oui, mais je reste un agent public. C'est-à-dire que je fais vraiment la différence entre ma vie privée et ça. Enfin, l'exercice avec vous, là, est totalement inédit. Hein. C'est que où je suis vraiment dans une mission professionnelle, où je dois effectivement m'occuper de Martiniquais et de Martiniquaises atteintes de cancer, ce que je fais avec peut-être une plus grande écoute, certainement, parce que je crois être passé quand même par des expériences très difficiles, et que ce soit directement avec mon épouse de l'époque, ou encore avec ma belle famille, mais aussi dans ma famille de tous les jours. Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas épargnés. D'ailleurs, il n'y a pas plus, pendant tous les problèmes que nous avions l'année dernière, enfin même pas l'année dernière, cette année, excusez-moi, je suis encore un peu déphasé, j'ai dû accompagner ma marraine, la sœur de ma mère aussi, qui décédait de cancer dans des conditions horribles. Donc je crois quand on est directeur, on doit pouvoir être vraiment responsable. Et c'est un poste que je prends avec une certaine responsabilité, mais aussi, je ne vais pas dire de manière sacerdotale, ce serait un mot trop fort, mais je pèse chaque instant de ce qui m'est demandé de faire. En tout cas, une certaine solennité. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on n'a pas le droit de faillir. Quand on est à ce poste-là, il faut être au rendez-vous de ce qu'on vous demande de faire. Vous ne risquez pas toujours parce que vous n'êtes pas seul, mais vous devriez pas rentrer chez vous le soir sans être sûr d'avoir tout fait pour que votre travail ait un sens pour les patients. Et justement, vous-même, quand vous êtes retrouvé confronté à devoir accompagner un proche malade, est-ce que, en tant qu'accompagnant aussi, vous vous êtes toujours senti soutenu aussi par le corps médical ? Est-ce que vous vous êtes senti pris en compte, écouté ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette prise en charge-là, à la fois pour les patients, mais aussi pour leurs proches, est suffisante ? Oui. Et sinon, quels seraient les axes d'amélioration ? Très, très, très nombreux axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on est dans les Outre-mer. Hein. Cathy a eu une prise en charge en France hexagonale. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense que ce qui s'est passé en 2008, si ça se passait chez nous en 2024, ce serait pas mal. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est vrai qu'on sort de très loin avec ce cancer-là, ici à Martinique. On sort de loin, il ne faut pas oublier quand même les chiffres. 1583 nouveaux cas chaque année, 11 000 patientes et patients qui sont traités ou encore suivis, 18 000 personnes vivantes avec un cancer, des localisations encore qui sont en surincidence, comme la prostate, l'estomac, le col de l'utérus. Donc je crois que il y a de grandes marges de progrès. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit que depuis le début de cette aventure de plateforme, les choses se sont améliorées. Peut-être pas aussi vite que je le souhaiterais, mais se sont améliorées régulièrement. Aujourd'hui, on a ouvert des choses extraordinaires, comme je vois maintenant le projet Oncofemmes qui, depuis hier, fonctionne, qui permet d'accueillir des femmes à la MFME dans des conditions vraiment humaines. Des différents projets comme la Maison du Parcours qui est ouverte, ce fameux numéro vert qui va permettre aussi d'accéder, et puis tous les dispositifs qui vont désormais gravir. Et puis n'oublions pas une chose, c'est la voix des patients, la voix des patientes à travers de très nombreuses associations. Ça, c'est assez inédit en Martinique et ça nous pousse aussi. Alors, vous l'avez dit, j'aimerais revenir sur le fait que donc, votre première épouse a été se faire soigner dans l'Hexagone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore tendance à pointer du doigt une forme d'inégalité. Les rapports, d'ailleurs, de santé le pointent du doigt le fait que ceux qui ont les moyens, généralement, préfèrent partir pour aller se faire soigner là-bas, créant peut-être, pour ainsi dire, une forme de santé à deux vitesses. Alors, est-il vrai que les traitements ou le fait de poser un diagnostic ou la prise en charge sont plus efficaces là-bas que chez nous, ou bien est-ce une fausse croyance ? Et justement, où en est-on de cette réduction d'inégalité ? C'est pas une fausse croyance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus comparer des mastodontes comme l'IGR, Curie, la PHP, avec un territoire de 80 km de long et de 30 de large, avec un seul CHU. Hein. Faut quand même... Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en capacité de soigner plus de 90% de ces cancers-là, de très bonnes conditions. Mais le problème, c'est les délais.
C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes accèdent, aux soins dans des conditions, beaucoup plus rapprochées, qu'on n'ait pas de perte de chance du fait de délais trop longs, qui sont dus à plusieurs variables, notamment comme le manque de médecins, d'autres problèmes organisationnels. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant, on aura toujours besoin d'adresser des patients vers la France hexagonale. C'est le cas des tumeurs rares, le cas de certains essais cliniques. On ne va pas se couper des régions. Par contre, il faut voir qu'il y a quand même des cancers qui sont très bien traités ici, que tout est possible, mais par contre, il faut un peu plus d'organisation et il faut un peu plus prendre en compte ces délais qui sont malheureusement longs. Je précise quand même que même si les délais sont longs, il y a aussi malheureusement des diagnostics trop tardifs. Et des deux côtés, il faudrait aussi que les patients arrivent à des diagnostics plus précoces et que derrière, le système de santé s'organise pour un parcours beaucoup mieux coordonné. Est-ce que les crises sociales, justement, ont rallongé ces délais de prise en charge et ces délais de traitement ? Mais évidemment, mais évidemment. Vous êtes déjà dans un parcours sous tension. C'est-à-dire que vous avez l'hôpital Clarac, où vous avez un service d'oncologie médicale qui a encore du mal à absorber une file active très importante, avec un nombre de médecins qui n'est pas forcément suffisant. Donc il y a déjà de grands efforts à faire. Et puis n'oublions pas qu'on sort aussi d'une crise sanitaire, qui est la crise de la Covid-19, qui nous a aussi ramené son flot dans son goulot d'étranglement. Donc il y a beaucoup à faire. Et quand vous avez dans ces programmes déjà sous tension et que vous rajoutez des patients et des patientes qui ne peuvent pas accéder au système de soins, forcément que vous rajoutez de la peine sur de la peine. Alors, puisqu'on parle de la prise en charge en local, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles d'un équipement tant attendu, espéré, dont on a beaucoup parlé, très médiatisé, ou en étant du cyclotron en Martinique ? Mais c'est plus un scoop. C'est ouvert, ça fonctionne. Oui, Kathleen, ça fonctionne très bien. Parce qu'il y a eu quelques couacs dans le lancement, notamment sur la manipulation du matériel, etc. Donc oui, ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça fonctionne vraiment. espérait ? On est aujourd'hui à plus de 2500 patients et patientes traités depuis son ouverture. Donc le CHU en est très fier. Il faut dire quand même que c'est un équipement de très haute technologie. Vous parlez bien de ce TEP-scan, TEP-IRM et cyclotron, porté par l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, qui est quand même à la pointe de l'innovation. Ça apporte un réel plus pour les patients, concrètement, les 2500 patients. Est-ce qu'on a déjà... Oui, c'est qu'on a des diagnostics beaucoup plus précis. On a également effectivement des prises en charge beaucoup plus portées sur des choses beaucoup plus précises. Et puis, c'était pas évident quand même d'embarquer des personnes dans un avion pour aller sur Paris pour juste un examen, ou encore maintenant qu'il y avait la Guadeloupe, qu'il y avait encore des problèmes aussi avec la Guadeloupe, que c'était pas non plus simple de lancer en Guadeloupe. Donc je crois que Est-ce qu'on a tout le personnel pour le faire fonctionner, formé, il y aura disponible ? toujours des axes d'amélioration. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, et ce qui est la vérité, moi je suis connu pour dire les choses, je suis pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne parce que nous l'avons vérifié. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a peut-être pas de petits couacs de temps en temps ? Forcément, mais qu'est-ce qui n'a pas de petits couacs ? Même IGR en a plein aussi. Donc, mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est un équipement qui fonctionne, qui a une forte valeur ajoutée. Et je pense que le CHU, avec cet outil-là, va vraiment pas s'améliorer, mais mettre au rendez-vous la cancérologie de ce qui se passe de mieux sur le continent, enfin sur le continent, dans le monde, puisqu'on parle bien à l'échelle du monde. Et puis, on a bien vu que le coût en valait aussi la peine. Et je remercie beaucoup la CTM de cet investissement qui a été quand même assez colossal et qui permet aujourd'hui à ce territoire d'avoir un équipement comme ça sur lequel, personnellement, je mise beaucoup d'espoir. Oui. Et où en sommes-nous de notre nombre de spécialistes pour la prise en charge ? Parce que vous évoquiez tout à l'heure la pandémie de Covid-19. On a aussi perdu beaucoup de médecins à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi suffisamment de spécialistes justement pour raccourcir à la fois ces délais de diagnostic et pour accompagner les patients ? Ou est-ce qu'il en manque ? Et s'il en manque, quelle est votre stratégie de séduction, j'ai envie de dire, pour en faire venir sur notre territoire ? Oui, mais bien sûr qu'il manque des médecins. Il manque des spécialistes, il manque des oncologues, il manque des radiologues, on est dans un territoire où on a bien vu qu'on ne peut pas se suffire aujourd'hui du peu qu'on a. Donc déjà, la première chose, c'est d'éviter qu'ils partent. Donc déjà, quand on les a, de pouvoir les maintenir chez nous. C'est vrai qu'on n'est plus une destination très sexy, quand même, il faut quand même l'avouer. L'image carte postale où vous vendiez la planche à voile, la planche de surf, etc., vous la vendez de moins en moins, que les sangas, c'est autre chose. Et puis, il y a des crises sociales qui sont permanentes. Les gens ne sont pas forcément... c'est assez difficile. J'entends des témoignages de personnes qui me disent que si ça continue comme ça, on ne va
pas rester. Hein. Il y a aussi ça, il faut l'entendre aussi. Et je crois qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui d'y réfléchir, mais pas uniquement avec l'argent, parce que c'est pas l'argent qui garde les gens, mais c'est des conditions de vie et puis comment on rend attractif. Eh bien, vous avez tout vu. Quand vous avez un équipement comme ce TEPSCAN, ce cyclotron ici au CHU, mais vous attirez du monde, parce qu'en fait, ce sont des personnes. Quand vous avez un robot chirurgical, vous attirez du monde, mais si vous avez qu'un bistouri qui ne coupe pas, vous voulez attirer qui? Enfin, je pense qu'il faut faire monter aujourd'hui la technologie, redonner du sens aux infrastructures, garantir un minimum d'accueil et de tout ce qui va avec, parce que sans ça, vous n'attirez personne. Et miser sur la recherche aussi peut-être, parce qu'après tout, on a aussi des spécificités locales qui pourraient intéresser des chercheurs, des médecins. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est fait aussi? Oui, on a un CHU très actif dans le domaine de la recherche. Il faut encore aller plus loin, car on est aujourd'hui en 2024. Hein. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus dans vos zones. Vous n'avez pas avoir un bloc opératoire qui sans technologie, une recherche au niveau zéro, et demander aux gens de venir chez vous. Et je crois que c'est ça, en fait, le grand défi. Et ça s'est déjà enclenché, et je crois que ça rémunère déjà, parce que ce que je vois, c'est quand même une bonne petite dynamique et des médecins qui commencent à venir. Mais par contre, je ne baisse pas la garde, car il faut aussi pouvoir les garder. Alors vous l'avez dit, plusieurs centaines malheureusement de décès chaque année en Martinique dus au cancer. Nous détenons toujours le triste record du nombre de cancers de la prostate chez l'homme sur notre territoire. J'aimerais qu'on revienne aussi sur nos modes de vie. En quoi nos modes de vie actuels influent sur notre prévalence au cancer? Est-ce que selon vous aussi, il y en aura de plus en plus? Je ne suis pas devin. Ou est-ce que déjà on constate une évolution par rapport à nos anciens, par rapport à l'actuelle génération, la sédentarité, l'obésité, la problématique du chlordécone aussi qu'on a déjà évoquée? Ce qu'il faut comprendre, c'est que 40% des cancers, on pourrait les éviter. Hein, c'est quand même 40% des cancers, donc 4 cancers sur 10 pourraient être évités. Donc il y a des gestes qu'on rappelle tout le temps, c'est combattre le surpoids, l'obésité, la sédentarité, faire bouger un peu plus les gens, et puis aussi certaines causes environnementales, dont la chlordécone forcément en fait partie, en tout cas dans certaines localisations. Et puis vous avez aussi des problèmes, parce que ce territoire, il a de part aussi son mode de fonctionnement. Je prends le cas de cancer qui est en surincidence par rapport à l'Hexagone. C'est le cas du cancer de l'estomac, où vous avez effectivement plus de cancer de l'estomac pour une population de 100 000 habitants en Martinique que vous en avez en France hexagonale. Mais c'est simple, parce qu'il y a une consommation aussi qui expose les personnes à une bactérie qui est l'Helicobacter pylori, dans le mode de vie, avec tout ce que nous vivons, notre jol cochon, notre lacté cochon, notre manger trop salé, produits transformés, etc. Je crois qu'il y a quand même besoin de rappeler ça. Et vous avez parfaitement raison. Je pense que le défi aujourd'hui d'une cancérologie qu'on veut freiner, parce que n'oublions pas, même si nous sommes globalement en sous-incidence par rapport à la France hexagonale, puisque nous avons, par rapport à 100 000 habitants, moins de cancers sur toutes localisations confondues, mais nous avons une plus forte accélération. Ça veut dire que la France hexagonale accélère, je crois, à 0,6 et nous, on est à 1,6. C'est-à-dire qu'on va plus vite. Donc, si on ne fait rien, on va les rattraper. Donc, d'où l'intérêt de miser. C'est vrai, il faut vraiment, vraiment, vraiment miser sur la prévention. Parlons de l'après-cancer, au-delà de la prise en charge de la maladie. Quel accompagnement est mis en place chez nous une fois la rémission annoncée? Est-ce qu'en matière de taux de récidive, on est on a des taux de récidive plus élevés que dans l'Hexagone? Et pourquoi? Oui, alors ça, je vais laisser les spécialistes vous répondre à cette question très technique et très médicale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'après-cancer fait l'objet d'un suivi. C'est-à-dire que toute personne qui est en rémission de son cancer a ce qu'on appelle un PPAC, un programme personnalisé de l'après-cancer, mais qui ne va pas interroger uniquement des questions, je vais dire, cliniques, mais on va aller aussi dans la réhabilitation au travail. Parce qu'un cancer, ça épuise dans la partie familiale, la partie professionnelle, la partie économique. Donc je crois qu'il y a aussi tout ce travail de réhabilitation après le traitement, après une longue maladie, parce qu'on parle de plusieurs mois, voire années, de taux de traitement. On n'en sort pas tous de là, et puis on est comme ça. Donc quand on survit à un cancer, quand on guérit de cancer, quand on est en rémission après un cancer, mais c'est tout cet après-cancer que nous sommes en train de développer, pas avec uniquement la partie, je vais dire, soins, où on fait de la biologie, de l'imagerie, de tout ce que vous voulez, mais aussi de la partie sociale. C'est très important, car c'est quand vous sortez du soin que vous commencez à comprendre qu'il n'y a plus madame un tel, monsieur un tel, et c'est là malheureusement qu'on trouve, hélas, quelques cas de suicide ou de dépression.
Guy Albert Ruffin Duhamel, on va marquer une dernière courte pause avant de se retrouver et on va justement parler de votre casquette d'ingénieur social. À tout de suite.